Et nous ont rejoint pour parler des microtechniques Carl Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur responsable de filière microtechnique. Audrey Bord, chargée de recherche appliquée et développement. Et Laurent Gravier, maître d'enseignement. Bonsoir donc à tous les trois. Carl Schmitt, peut-être la filière dans les grandes lignes. Oui, la filière dans les grandes lignes, c'est une filière essentiellement polyvalente. On parle souvent de la microtechnique comme étant l'optomécatronique, pas seulement la mécatronique. J'ajoute de l'optique, donc on parle d'optique, de mécanique, d'électronique et d'informatique. C'est pour ça que c'est un domaine extrêmement polyvalent qui couvre un grand spectre d'activités industrielles, d'activités de recherche et également d'activités dans l'innovation. Également les matériaux jouent un rôle très important en microtechnique. Et pour en savoir plus, DUJA vous a rencontré, Carl Schmitt, dans votre laboratoire et vous étiez accompagné d'un ancien étudiant qui est aujourd'hui à la tête de sa propre société. Grâce au savoir-faire acquis à la Haute École, il a pu développer un système robotique qui permet aux personnes qui ont eu un AVC, par exemple, de retrouver l'utilisation de leurs jambes. HEIG VD, ouvre-toi, les portes s'ouvrent sur un laboratoire avec Carl Schmitt. Bonjour. Bonjour, avec grand plaisir. Je vous accueille ici au laboratoire de biomécanique du mouvement humain, qui est un laboratoire qui touche de très près les éléments de la microtechnique. C'est une filière qui est très multidisciplinaire, donc qui touche un mot-clé qui est souvent donné, la robotique, ou tout ce qui est mécatronique, mécanique, électronique et informatique. Et c'est un domaine d'activité qui touche beaucoup le domaine médical, le domaine humain au sens général. Il y a aussi de l'humain, il y a des données anthropométriques, un très beau tableau que vous aurez en image grâce au cadrage merveilleux de notre ami Nicolas. Pourquoi avoir des représentations humaines ici? Quel est le lien? Le médical est très largement utilisé en microtechnique, tout ce qui est medical device. Donc là, c'est un cours associé aux théories de tout ce qui est mécanique du mouvement, dynamique, cinématique, pour pouvoir notamment mesurer quels sont les efforts articulaires nécessaires par exemple pour les orthopédistes ou pour définir après les orthèses ou les prothèses qui sont nécessaires pour les thérapies dans ce domaine-là. Il y a une espèce de pyramide comme ça de relations entre les hôpitaux, entre les écoles de santé et nous ici, les écoles d'ingénieurs. Petit scénario futuriste, un jour je me fais couper la tête parce que je suis insupportable. Est-ce qu'on pourrait imaginer une tête avec un corps robotisé entièrement? Non, pas en l'état. Non, je pense que c'est encore beaucoup trop complexe. Et puis remplacer le cerveau. Bon, l'intelligence artificielle fait d'énormes progrès, c'est clair, mais ne remplace pas, en tout cas pas encore. Je pense qu'il faudra encore pas mal de temps futuriste pour, disons, utiliser les principes de l'intelligence artificielle pour pouvoir remplacer une tête humaine. Merci beaucoup, Carl Schmitt. La filière microtechnique avec Aurélien Fouquet, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ici? Alors maintenant j'ai plus de rôle officiel ici dans ce laboratoire, mais auparavant j'étais co-responsable du laboratoire de biomécanique et autrement j'ai été étudiant il y a fort longtemps. Votre projet c'était quoi? Alors mon projet, c'était le projet à l'époque on l'appelait LHS, par derrière ça voulait dire Lambda Health System, c'était un système robotique pour la réhabilitation des jambes chez des personnes atteintes d'un handicap comme un AVC. Et ça consiste en quoi? Alors concrètement, c'est une structure robotique. Le patient est assis sur une chaise, il a ses deux pieds qui sont posés chacun sur un robot, puis le robot va bouger les jambes. Puis il va pouvoir les mobiliser soit passivement, c'est-à-dire que le patient ne fait rien du tout, c'est de la mobilité juste après l'AVC par exemple. Puis ensuite le but c'est de pouvoir travailler contre résistance ou bien avec assistance. Et le robot là va aider, va accompagner vraiment le patient dans sa réhabilitation. Ça fait peur parce qu'on se dit si le robot s'emballe, ça peut partir dans tous les sens. Vous avez bien raison. C'est arrivé? Non, c'est jamais arrivé, mais justement, on a tout un univers de normes, de sécurité, d'homologation. Donc notamment, aujourd'hui, on a créé une société depuis ce produit qui avait été créé à l'école d'ingénieurs. On a créé une start-up, une spin-off de l'école d'ingénieurs. On a commencé à commercialiser le produit. Et puis, on a dû notamment avoir des conformités à tout plein de normes, un marquage CE, un système qualité qui permet aussi de pouvoir assurer aux hôpitaux et aux patients que le robot ne va pas s'emballer. Spin-up, start-up, c'est quoi la différence? Concrètement, une start-up, c'est juste une société qui débute et puis qui pour l'instant dépend essentiellement de fonds externes, d'investisseurs ou d'aides. Puis une spin-off, on dira plutôt quand c'est une société qui a été extraite ou qui vient de... Donc typiquement, on est né de par l'école d'ingénieurs. Merci beaucoup. Un plaisir.
Et voilà encore une fois un exemple très concret de ce qu'on peut faire à la HEIG VD, en l'occurrence dans cette filière des microtechniques. Et puis quand ça a une application dans la santé, c'est évidemment particulièrement gratifiant. Audrey Bord, vous-même en tant qu'ancienne étudiante, vous êtes actuellement chargée de recherche appliquée et développement, de voir des projets comme ça qui aboutissent à des solutions médicales pour des personnes qui ne pouvaient plus bouger leurs jambes par exemple, c'est quelque chose de passionnant. Oui, alors je pense que notamment c'est hyper passionnant et ce que je trouve génial, c'est de voir comme quoi la microtechnique, elle mène à beaucoup de domaines différents et puis je les trouve tous aussi passionnants les uns que les autres. Mais de pouvoir appliquer le biomédical dans son cursus scolaire avec des cours à option ou des travaux de diplôme, c'est hyper intéressant, ouais. Ça concrétise. Alors durant votre cursus ici, par exemple, qu'est-ce qui vous a marqué dans les projets que vous avez vus ou auxquels vous avez participé vous-même ? Alors, il y a des choses qui sont pas mal, c'est qu'en microtechnique, on va voir du coup que ce soit électronique et mécanique. C'est un peu un mix entre les deux, même des matériaux, comme dit Carl Schmitt. Et en fait, il y a des petits projets, il y a des projets multidisciplinaires qui sont hyper intéressants parce qu'on va travailler avec des mécaniciens, des microtechniciens et des gens de génie thermique aussi, à la fin de réaliser un projet concrètement. Donc nous, on avait fait un petit robot qui doit monter dans un tube, mais c'est parfois des applications beaucoup plus, que ce soit dans la recherche comme la biomédicale ou pour la recherche industrielle en fait. Et puis voilà, et puis moi j'avais adoré aussi les cours d'optique, parce que c'est un peu là-dedans que je suis tombée maintenant. Voilà. Les robots qui grimpent dans un tube, par exemple, quand on fait ça ici en laboratoire, on imagine à quoi ça pourra servir après ? Alors, c'est d'abord présenté comme une idée. L'idée, c'était de l'inspection des tuyaux, par exemple, dans les chenaux. Donc, c'était ça l'idée de base. Et puis après, on en fait une application un peu plus étudiante, où on essaye de faire un robot qui grimpe dans un tube. On la simplifie quand même, carrément, pour qu'on puisse accrocher le sujet. Laurent Gravier, vous êtes maître d'enseignement dans cette filière. J'imagine que là, les ponts avec l'industrie ou même des particuliers qui ont un besoin, on avait l'exemple du paddle tout à l'heure, de ce sportif qui cherchait une rame qui est connectée à son smartphone pour mesurer tous ses mouvements et ses efforts. Ici, dans les microtechniques, les passerelles, elles doivent être énormes, nombreuses. Alors, oui, effectivement, parce que on est toujours dans l'idée de connecter finalement nos appareils avec nos besoins, donc avec l'être humain. Et c'est vrai que dans ce contexte, la microtechnique va toujours quelque part rendre service vis-à-vis de l'industrie par rapport à des besoins que l'industrie va nous remonter. C'est vrai que dans nos laboratoires, on explore beaucoup de choses, on s'amuse bien, je crois. Mais effectivement, le jeu, il n'est pas gratuit dans le sens où, quelque part, on sait qu'à un moment donné, on va pouvoir s'en servir pour répondre à des questions très, très concrètes d'industriels. Des fois, les défis sont très tordus, entre guillemets, puis le fait de pouvoir jouer sur ce côté multidisciplinaire de la microtechnique, avec dans cette école beaucoup de compétences variées qui peuvent s'agréger sur une thématique commune, on arrive à relever des défis extrêmement élevés. Et c'est toujours une grande satisfaction, effectivement, de pouvoir atteindre l'objectif. Voilà. Vous dites que parfois les industriels viennent à vous avec des idées un peu tordues. Qu'est-ce qu'on vous a demandé, par exemple, où vous dites mais d'où ça sort et comment on va faire ça ? Et est-ce que vous l'avez fait ? Alors, il y a des trucs très tordus qu'on ne peut pas réaliser, justement. Ouais. Donc là aussi, l'expertise de se dire que c'est pas faisable. Mais je pense que surtout dans les défis les plus intéressants, là on parle effectivement du biomédical, c'est vrai que moi il y a un défi qui est toujours en cours, on va dire, c'est comment on peut monitorer les fonctions vitales d'un nouveau-né, d'un né prématuré d'ailleurs. Voilà. Donc là, effectivement, il y a des fonctions vitales, on est dans une urgence qu'on n'a pas besoin d'expliquer, effectivement. Les paramètres sont extrêmement sensibles, extrêmement précis. Puis là, effectivement, il faut mettre tout son talent en action pour pouvoir répondre à ce qu'on appelle des spécifications extrêmement pointues. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est pas faisable. Par contre, on sait que, en travaillant, en amenant les choses avec beaucoup de méthodes, ça va être faisable. Donc, c'est plutôt comment on arrive à dérouler des défis, je dirais, très pratiques, qui donnent cette confiance, effectivement, dans ce type de métier. Est-ce que ces développements que vous faites pour des hôpitaux, pour des industriels dans le biomédical ou pas, est-ce qu'après ce sont des choses qui peuvent être développées, que vous offrez comme ça, ou est-ce qu'il y a des brevets ? Comment ça fonctionne ensuite, ces inventions finalement que vous fournissez aux entreprises ?
Alors il y a beaucoup de voies possibles, effectivement, de cette propriété intellectuelle. Alors quand c'est un développement qui se fait plutôt dans nos laboratoires, parce que du coup on a aussi une mission de veille technologique ou de développement de notre propre savoir-faire, donc ça c'est une propriété intellectuelle qui nous appartient, puis qu'on met à disposition effectivement de l'industrie sous conditions. Par contre, il y a d'autres mandats, d'autres projets où c'est carrément l'industriel qui nous propose un mandat. Puis là, c'est clair que la première chose dont on discute, c'est qui possédera la priorité de l'invention. Puis dans ce cas-là, effectivement, c'est l'industriel qui va en profiter. Sachant que nous, on va toujours se garder on va toujours rester propriétaire de notre savoir-faire finalement. Donc, mais ça, c'est des choses qu'on a une grande habitude de traiter effectivement avec notre service brevet de l'école. Audrey Bord, vous connaissez l'Hydro-Contest ? Oui, un petit peu, oui, mais c'est surtout Laurent qui... Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose, professionnel. vous invitez les étudiants à participer à une sorte de concours ? En fait, c'est les étudiants eux-mêmes qui sont venus un jour me demander est-ce que vous pouvez nous accompagner ? On voudrait faire ce concours, donc c'est un concours de bateau donc à haute efficacité énergétique, un concours étudiant, et ils avaient envie de le relever, donc ils sont venus me voir en disant est-ce que je pourrais le chapeauter au nom de l'école ? Donc j'ai dit oui, parce que les étudiants qui se lancent dans des projets comme ça, c'est toujours passionnant. Et du coup, au nom de l'école, ils ont réussi à faire des bateaux donc, assez sophistiqués. Donc c'est des bateaux qui font à peu près 2 mètres de long, donc radiocommandés, qui devaient porter des charges de 20 ou 200 kilos. Donc il y avait toutes des conditions de concours qu'ils ont respectées. Et effectivement, ils ont relevé le défi au nom de l'école avec honneur, dans le sens où ils ont effectivement eu beaucoup de prix, effectivement. Et dans ces prix, on a eu le plaisir aussi de régater contre des équipes aussi prestigieuses que celle de l'EPFL, par exemple. Donc, vous voyez, nos étudiants ont une grande fierté, effectivement, sur ce qu'ils peuvent produire. Voilà, donc le lac de Neuchâtel n'a rien à envier au lac Léman. Carl Schmitt, peut-être pour conclure, on voit que cette filière, elle est foisonnante d'idées, de possibilités. Vous avez toujours de la place pour la rentrée prochaine. Comment se passe la sélection ? Oui, on a toute la place qu'il faut. On peut remplir la filière d'un grand nombre d'étudiants. Donc on a tous les laboratoires à disposition pour couvrir ce large spectre de formation, la microtechnique étant polyvalente. Mais n'oublions pas que la microtechnique est un des leaders, notamment socio-économiques pour ces prochains temps, parce qu'on aura besoin de microtechniciens dans tous les domaines, notamment pour développer tous les capteurs, rentrer dans le milieu médical, la transformation du milieu médical et Industrie 4.0. Donc là, on a de la place pour accueillir tous les ingénieurs dont on aura besoin tout prochainement pour remplir des missions et des challenges technologiques extrêmement importants pour répondre aux défis de l'avenir. Et la microtechnique est extrêmement bien placée. On parle de nanotechnologie. N'oublions pas qu'avant les nanotechnologies, il y a de la microtechnique. On parle des défis énergétiques. Donc pour répondre aux défis énergétiques, il faut d'une part mesurer une situation actuelle pour pouvoir la comparer. Donc on aura besoin de capteurs, on aura besoin d'instruments, dans le médical aussi. Il y a tout l'outil pharmacologique qui précède le médical, dont on a besoin ici d'énormément d'ingénieurs dans ce domaine-là. Donc on couvre un spectre extrêmement large, encore également dans l'agroalimentaire par exemple. Actuellement on travaille aussi sur le développement d'un robot d'arrosage pour pouvoir arroser de façon spécifique juste 2 décilitres d'eau sur le planton pour éviter des pertes énormes d'eau, etc., etc. Donc on a besoin d'ingénieurs et on a de la place pour eux. Bien, merci Carl Schmitt, professeur et responsable de cette filière des microtechniques, Audrey Bord, chargée de recherche appliquée et développement, et le maître d'enseignement Laurent Gravier.